Ben, un grand bonjour, un chaud bonjour, un affectueux bonjour à nos chers téléspectateurs de À Contretemps sur Zitata TV. Et puis aussi à Daniel d'abord. Oui, bonjour. Écoute, la semaine, je suis un peu triste pour les usagers parce que je trouve que vraiment, il faut penser à ceux qui n'ont que les transports en commun pour se déplacer et pour des motifs essentiels. Et donc, que cette semaine encore, ils aient été pénalisés, moi je suis très triste. Mais j'espère qu'on va finalement pouvoir trouver une solution, ne serait-ce que mettre en place un service minimum. Non, mais Malérie l'a pour en faire. C'est enfin, je ne vais pas m'y résoudre. Hein. Moi non plus, nous non plus d'ailleurs. Mon ami Serge. Bonjour à tous, ça va très bien. Je suis une excellente kiné, donc tout va bien, c'est pas de problème. Tu passes le cap, voilà. Très bien, ok. Christian, alors, de retour. Oui, de retour d'une petite respiration parisienne, très intéressante, dont je vais vous en parler. Un peu froid, mais enfin... Pour la météo, mais pas l'ambiance, tu vas nous en parler plus tard. Alors, vous savez, il y a un ami à moi qui m'avait recommandé un hôtel, c'est extraordinaire, voilà. Christian, pas de publicité, il va publiciter. Nadia, cinéma. Une excellente semaine, une semaine enrichie et dans les égayée salles par... obscures. Alors, pas dans les salles obscures, mais à la découverte de réalisations locales avec la sélection de courts-métrages du Festival Ciné Martinique. Tu vas nous en parler? Ah oui. Alors moi, avant de lancer les actualités, je vais traiter de quelques sujets un peu longuement. Veuillez m'en excuser, mais après, je vous promets de ne pas reprendre la parole. D'abord, une information qui circule sur le net, c'est que l'ex-directeur général du CHU Martinique, Benjamin Garel, a été nommé directeur général de Paris-Saclay Cancer Cluster, dont l'objet et les ambitions sont colossales. Savoir, avec 5 membres d'ailleurs d'importance, Sanofi, Gustave Roussy, à Villejuif, le centre de cancérologie, l'INSERM, l'Institut Polytechnique de Paris et l'Université Paris-Saclay. Le propos de cet aéropage, de ce groupe financier et scientifique important, il est à la tête de ça. Le petit garçon qu'on voyait au milieu des syndicalistes, là, tout fluait. C'est d'accélérer la mise à disposition de traitements innovants, d'améliorer le parcours de soins, l'espérance et la qualité de vie de nombreuses personnes atteintes de cancer. Alors, pour ceux qui sont persuadés, quand il faisait ça, il faisait un gros gueule sur lui, il écrasait le petit blanc, etc., il faudrait qu'ils se rendent compte qu'ils étaient en train de préparer sa promotion et sa carrière. Il devait bien rigoler, il devait dire « jouez, moi, jouez ». Il le disait en français. Il n'a pas eu le temps d'inculturer. « Jouez, moi, maltraité, moi, ma femme est partie, les enfants, mais je le sais déjà ». Au contraire, il devait se susciter, provoquer, aimer cette lapidation, parce que, comme Jésus-Christ, il est ressuscité à des postes, à des fonctions extraordinaires. Je pense qu'il est passé de petit CHU à, c'est comme un conducteur de karting, mais de fait Forel qui passait à la Formule 1. Sportif, bon, la relation est bonne? Oui, okay. J'ai compris. Deuxième point, moi je pense que, et ça je tire le son de ça, il faut un petit peu d'humour maintenant dans les choses. D'humour, il faut un peu de tendresse. Je suis désolé, on va être bisounours, mais l'humour d'abord. On va parler du bisounours après, qui serait peut-être bon dans les relations humaines. Sur cette petite île bercée aux odeurs de vanille. Qu'est-ce qu'il disait ton grand-oncle? Je suis né dans une île amoureuse du vent, où l'air a des odeurs de sucre et de vanille que bercent les flots tièdes et bleus de la mer des Antilles. Ça, c'est la poésie de M. Talley. Bon, mais revenons maintenant à l'humour. Alors l'humour, je pense que l'humour, c'est efficace. Je suis désolé, parce qu'on fait une émission avec un peu d'humour, et nous avons des remontées intéressantes de nos téléspectateurs. Alors, premier point, c'est que les salariés en colère de Dassault, ils ont enrubanné un avion de papier hygiénique. On n'aurait jamais entendu parler d'une grève pour avoir des indices supplémentaires dans un bled quelconque qui s'appelle Martignas-sur-Jave. Et le fait qu'ils aient enrubanné, vous voyez ce que je veux dire? Je continue. Des agriculteurs en colère, ont décerné le fumier d'or à l'enseigne Leclerc, qui, vous le savez, fait du dumping, fait un prix à 28 centimes la baguette, enfin d'euros, 29 centimes, et ce qui ne permet pas de payer correctement, naturellement, les agriculteurs et leur blé. Voilà. Plus sérieux maintenant, c'est la notion de liberté, égalité, fraternité. Plus j'entends ça, plus je rigole tout doucement, même si on sait que c'est un vœu pieux et qu'une aspiration. Le 4 février 1794, vous savez qu'il y a eu une première abolition de l'esclavage, n'est-ce pas, monsieur l'historien? On s'en souvient. Bon, oui. Avant l'abolition définitive qui est intervenue en 1848. Alors, sous donc, la Première République, le décret du 4 février, comme je l'ai dit, 1994, abolit l'esclavage et confère la qualité de citoyen à nos ancêtres
tous les hommes domiciliés dans les colonies, dont naturellement tous les hommes, pas de tous les anciens esclaves. Napoléon Bonaparte, mais pour rendre hommage à la vérité, il faut reconnaître qu'il s'est d'abord battu en Égypte pour libérer les esclaves, il faut le reconnaître. Alors ça fait partie des fakes et des mythes qu'on colporte. Monsieur, c'est un esclavagiste, un raciste. On va expliquer rapidement pourquoi. Je vais essayer de ne pas être trop long. De même, autre fake, c'est que c'est Joséphine qui il a tenu pour une partie charnue de son corps pour lui dire mon cher mari est un esclavage. Ensuite, c'est une bavardage, c'est une histoire facile. Bon. Et le décret du 20 mai 1802 stipule que l'esclavage sera maintenu, malheureusement, conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789, qui était, comme vous savez, la grande date de libération du peuple français. 4 ans après l'adoption par l'Assemblée nationale de la Déclaration des droits et du citoyen, je vais la citer quand même, parce que nous sommes à cette époque, ce sont des éléments qui sont forts de la pensée. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Napoléon n'était pas plus méchant, ni plus tyran, ni plus dégueulasse que d'autres. Il y a simplement que c'était des raisons, parce qu'il pense à son pays, il pense à ses besoins. Un tiers du commerce extérieur de la France était constitué du sucre qui venait des Antilles et qui était exporté dans toute l'Europe, de par le monde. En 1789, un Français sur 10 vivait du commerce colonial sous l'Ancien Régime. Et Saint-Domingue, c'est-à-dire Haïti et l'autre partie, représentait à elle seule plus de la moitié de la production mondiale de sucre. Et puis une raison géopolitique, c'est qu'il venait de signer le traité d'Amiens. Donc il avait établi la paix avec tous les bandits européens contre lesquels il se battait. Pourquoi je dis bandits, en fait, les homologues chefs d'État, et que tous étaient encore esclavagistes. Alors venir maintenant prôner, établir l'abolition de l'esclavage, c'était comme une sorte de péché, de faute dans sa relation diplomatique. Alors moi ce que je dis, c'est que est-ce qu'il est facile de se dire que nous sommes des républiques? J'entends des gens, là, je suis un républicain, la République. Moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, de temps un peu provocateur. Je ne suis pas républicain. Je crois au principe de liberté, égalité, fraternité, mais qu'on retrouve ailleurs, qu'on retrouve sous d'autres égides, dans d'autres pensées, d'autres corpus de pensée philosophique. Mais dire qu'on est républicain quand on est antillais, c'est difficile parce qu'en réalité, il faut être simplement martiniquais, créole, antillais, ouest-indien, ce que l'on veut. Parce que comme les Français sont comme Napoléon, était attaché à la défense de ses propres intérêts, de ses intérêts géopolitiques et économiques. Il faut qu'on pense à ça, parce que si maintenant, concrètement, regardez, au jour d'aujourd'hui, on demande à la République de nous donner les franchises, de nous donner les habilitations qu'il faut pour être exonéré des charges sociales, pour créer de l'emploi, pour booster notre économie. Est-ce que vous croyez que Bercy, parce que la République c'est Bercy, la République c'est le Bercy, ne nous ignorons pas, c'est bon. Vous croyez qu'on aura ce qu'on veut? Vous croyez que lorsqu'on a demandé que, je ne sais pas quel avantage sera étendu à toutes les entreprises, et puis on a refusé, il y a de mon plaisir à la renvoyer pour dire, permettez une exonération de toutes les entreprises ou des apports financiers, peu importe, toutes les aides. Non, parce que c'est en fonction de politiques précises qui tiennent compte des intérêts de la France, qui a raison. Donc, en conclusion, tenons compte de nos intérêts. J'ai fini. Jingle, l'actualité. Alors, voilà, on le prend à la descente de l'avion, ce cher Christian. Les courses transatlantiques de voile à destination de Martinique, où, quels apports, quels bénéfices la Martinique devrait en tirer, et puis, Ola Yolnouye. Ça va, Eh bien, vous savez, j'ai un petit peu réfléchi sur ça, et puis, quel est le constat? Le constat est, me semble-t-il, que la Martinique, on a été frustrés depuis très longtemps de n'avoir pas la route du Rhum. Vous savez, pays de Rhum, on a la seule appellation AOC d'ailleurs, on n'a pas la route du Rhum. Donc, on a vu l'impact médiatique. Ouais. Mais rassurez-vous, il y a effectivement des initiatives ici qui sont intéressantes. Déjà, il y a la Jacques Vabre, même si elle a été un peu fracassée par les mouvements de grève. Mais aussi, il y a la Transquadra, qui est là depuis pas mal d'années d'ailleurs, qui est organisée et qui arrive en général au Marin, je crois. Oui, absolument. Et je me rappelle, le club nautique du Marin est fortement impliqué. Alors, cette Transquadra, effectivement, elle part de Madère. Oui. Elle est partie le 29 et elle arrivera la semaine prochaine chez nous. La Transquadra, c'est une grande manifestation et je crois effectivement qu'à travers la Transquadra et le Jacques Vabre, nous avons, et bien évidemment le Tour d'Air dont on va parler, on a quand même 3 manifestations nautiques d'envergure, qui, à mon avis, contribuent à notre attractivité
et font effectivement que nous rattrapons un peu notre retard, si je peux dire, en matière médiatique sur ces grandes manifestations. Alors la Transquadra, je crois que c'est 130 marins, 76 bateaux. C'est une course en solo et en double pour les... D'amateurs. D'amateurs. En double. Jacques Vabre, c'est les pros. Voilà. Tout à fait. Alors je crois qu'il faut féliciter tous les organisateurs et les structures de tourisme qui s'associent à cette manifestation pour le bien et la notoriété de la Martinique. Et puis je dis encore une fois, il ne faut pas faire de faux débats en opposant la Transquadra par rapport au Tour d'Éole. C'est un ensemble de manifestations qui doivent être complémentaires et contribuer, à mon sens, au rayonnement de notre territoire. De notre voilà. Une île, c'est sa vie de la mer. Enfin, c'est pas que sa vie de la mer, mais autour de cette insularité, il y a tout un tas d'activités, des activités effectivement nautiques, mais des activités économiques et touristiques également, gastronomiques. Enfin, c'est vraiment un point qui est au départ géographique, puisqu'on est une île, on est dans la Caraïbe, donc ça semble tomber sous le sens qu'il y ait des activités et des manifestations plutôt orienté vers la voilà, et qui permettent le développement d'activités. Un fort investissement des élus guadeloupéens pour se battre pour pouvoir non seulement avoir la route du Rhum, mais la garder. Et au moment où Jacques Vabre arrivait ici, on avait toute cette polémique. En Guadeloupe, ils étaient déjà en train d'annoncer l'arrivée l'année prochaine. Donc il y a aussi cet investissement des politiques et puis de la société civile tout court, hein, pour que la route du Rhum soit vraiment un phénomène qui puisse attirer les regards et aussi profiter à l'ensemble de la population, comme tu disais. Un mot, Serge? Non, juste faire comprendre, et Christian l'a très bien fait, qu'une manifestation transatlantique ne gêne pas l'évolution de la Yolande. Voilà, c'est simple, mais il faut le répéter. Oui, il faut le répéter. Seul sujet d'actualité, très clean, hein, très, pas Covid, pas ceci, pas cela. On passe donc au problème de société avec un petit jingle, pas piquer des verres. C'est la grande Nadia Selkal qui va nous traiter des grands objectifs climatiques de Biden, mais Biden, c'est prétexte à expliquer comment, finalement, la préservation, la conservation, ça coûte du pognon, quoi, ça coûte cher. Okay. Alors, on va parler changement climatique, réchauffement climatique, enfin, toutes ces questions qui nous animent. C'est à coup de grandes annonces, de beaucoup d'argent, effectivement. Ouais. Mais finalement, COP21, les accords de Paris, diminuer les gaz à effet de serre, réduction de... On entend beaucoup de choses, puis finalement, on s'éloigne un peu de la réalité. La réalité, quelle est-elle? C'est pas la réalité de Nadia Selkal, hein, s'entend. La réalité, c'est bien que le climat est en train d'évoluer, et ce climat est en train de ne plus être propice à l'homme, l'être humain, et à son développement, sa pérennité. C'est-à-dire, supposons qu'on ne soit pas des cafards, mais comme les dinosaures, eux, ils ont eu la glaciation. Oui, le météore. Mais nous, concrètement, on ne pourra plus vivre sur Terre parce que les eaux auront monté, parce qu'il va faire trop sec, parce qu'il fera 50 degrés en Martinique, etc., etc. Et l'idée de Biden, ce brave monsieur qui est quand même le président des États-Unis le plus âgé, et que les États-Unis, ils sont quand même il n'a rien à perdre, j'ai envie de dire, parce que concrètement, il ne verra pas les effets des politiques qu'il veut mettre en place. Mais ce qu'il veut dire, lui, c'est qu'il faut aujourd'hui casser le modèle de développement économique tel qu'il est conçu actuellement, parce qu'il n'est pas viable. C'est ça l'idée du développement durable au départ. C'était dans les années 70, 72 plus précisément, ça va faire 50 ans. Oui, qu'on en parle. Et donc là, Biden, alors attends, je vais lire par contre, Build Back Better. Ouais. Mieux construire, c'est un plan énorme financièrement, mais c'est... Tu veux d'un chiffre? C'est 555 milliards de dollars sur 10 ans. C'est énorme. C'est énorme, 555 milliards de dollars. Et il veut faire quoi avec ça? Avec ça, concrètement, casser le modèle pour se dire qu'on va décarboner. Alors, décarboner, c'est arrêter d'utiliser les hydrocarbures. Les énergies fossiles, tu veux dire? Les énergies fossiles, donc hydrocarbures, charbon, etc. Alors, certes, elles sont polluantes, mais en plus, elles ne se renouvellent pas et le stock se termine.
Et on voit bien actuellement, on parlait de la Sahara, on parlait de l'essence, etc. C'est que tu as une voiture qui consomme 40 litres au 100, d'accord? Pour toi, l'essence va coûter plus cher, pas parce qu'il y a un tas de personnes qui se font de l'argent, c'est juste que la ressource, elle s'amoindrit et par conséquent, elle coûte plus cher mécaniquement. Donc ce n'est plus, on peut faire ça un certain temps, mais pas tout le temps. Enfin, là maintenant, on est à la limite de ce modèle. Mais c'est aussi valable pour les autres activités. Par exemple, l'agriculture, on reproche, ce sont les bovins, donc les vaches, qui produisent du méthane. Comment on dit ça? Avec des P. Voilà, Des P, merci. Juste avec leur Embêtant. P. Oui, embêtant. Bon, d'accord, je l'ai dit, avec leur P. Les P de but. Ouais. Oui, mais bon, c'est oui, on a compris. Merci Serge. En fait, tu veux dire qu'il y a qu'à péter. quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, se dire aussi que l'agriculture, alors que l'agriculture, on se dit, mais c'est pour nourrir, la terre, c'est pour nourrir l'humanité, les humains qui sont de plus en plus nombreux accessoirement. Et c'est se dire que l'agriculture aussi peut contribuer, peut être finalement source de pollution parce que ça consomme beaucoup d'eau et que la ressource aussi, les nappes phréatiques ne sont plus, elles aussi, parce qu'il ne pleut pas assez, etc. C'est un cercle vicieux. C'est un cycle vicieux, oui. Puisqu'on est sur une petite planète bien protégée et qui est un peu asphyxiée. Et Biden, son projet, son plan sur 10 ans, il est important parce que ça montre bien la rupture qu'il souhaite et surtout les moyens par lesquels il veut passer. Et c'est là, c'est sous le joug du Congrès. Donc on est bien aux États-Unis. Biden qui veut donc aider les industries de l'éolien, de tout ce qui est renouvelable, sachant que toutes ces industries et toutes ces techniques, elles sont très largement sous, je ne veux pas dire exploitées, mais on n'a pas encore fait toute la recherche nécessaire autour de ça. Se dire que l'hydrogène, aujourd'hui le nucléaire, et c'est pas ironique du tout ce que je veux dire, le nucléaire, on se dit que le nucléaire c'est une industrie verte. Ça laisse à réfléchir. Pas se dire, enfin, mais n'importe quoi. Il y a matière à réflexion. C'est une tendance ces jours-ci. C'est une tendance. Alors, c'est une tendance qui pour des raisons économiques présentes, on se dit, mais oui, on peut se dire que c'est. Mais derrière, il y a une vraie réflexion à se dire, ok, il y a toutes les cases qui sont remplies de se dire que. Oui, c'est renouvelable. Oui, ça ne pollue pas. Oui, c'est pas cher, etc. Hein, c'est pas complètement incohérent, c'est ce que je veux dire. Pour ce qui est de la géothermie, de l'éolien et tout ce que j'ai oublié de citer. Le solaire. Le solaire, merci, soulignez-le. Oui, il fallait y penser. Oui, le solaire, etc. Toutes ces choses-là. Battu par les alizés. Oui, toutes ces sources d'énergie ne sont pas exploitées pleinement. Il y a un pays comme le Pérou en Amérique latine qui est à 100% de la production de son énergie en renouvelable. Donc c'est une combinaison. Ils ont la chance d'avoir la géographie qui va avec. Et le Costa Rica aussi en Amérique Costa Rica, centrale. voilà. Et ils sont donc on voit bien sur des petits exemples que c'est possible. Donc d'un côté, il faut penser au développement parce qu'on a pris l'habitude des smartphones et du reste qui fonctionnent qui ont besoin d'énergie. Et d'un autre côté, il faut penser à la production de cette énergie. Excellente synthèse de Mme Selcal des questions de l'environnement. Je crois qu'il connaît tout. Où en est-on ici sur ces questions des énergies? Parce qu'on en a parlé depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a une approche Il a dit, toi qui connais. Toi. Je pose la question à tout le monde. Non, ça serait bien quand même pour les téléspectateurs. Il y a les éoliennes qui vont être installées. Ah oui, il y a des éoliennes, mais avec une contestation, il y a une grosse contestation. Absolument. Puis il y a les parcs photovoltaïques aussi. Il y a la géothermie qui devrait être exploitée. Il y avait des études, mais ça, on ne sait pas ce que ça a donné. Le problème de l'être humain, c'est qu'il cherche le côté négatif des choses. Quand je vivais en France, après 2002 et le choc qu'il y a eu en politique, j'ai voulu entrer dans un parti politique. Je ne suis pas entré à Europe Écologie Les Verts parce que j'avais rencontré dans ma région, dans l'Aude, des écologistes qui étaient contre l'éolien parce que les pales faisaient du bruit. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai des doutes sérieux. On n'est pas au bout de ces recherches-là. Voilà. Et puis il y a aussi qu'il faut le reconnaître, cette mutation, changer de paradigme, ça coûte excessivement. Tout à fait. Okay. Bon, et Biden a bien du mérite à au moins lancer mais il faudra qu'il se batte contre le Sénat. Je pose la question parce que pour nous, c'est particulièrement important avec les capacités que nous devrions avoir naturellement. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir des perspectives
un peu précise. Au moins copier ce que fait la Réunion. C'est déjà pas mal. Retournons sur le passé et passons la parole à M. Serge Talley pour qu'il nous parle d'une manifestation tragique. On en a déjà parlé au métro de Charonne, mais c'était le 8 février. C'était pas Charonne, on a parlé d'octobre 1961. 61, on avait parlé d'octobre. Et là, c'est vrai. février. Là, maintenant, c'est février. C'est vrai, c'est vrai. 1962. Et je mettais les deux sujets dans la même Je vais y revenir de problématique. toute façon. Tu vas revenir en octobre. Ouais. 8 février 1962 au métro Charonne à Paris. Ouais. Alors il s'appelait, ça fait un peu pompeux, Jean-Pierre, Fanny, Daniel, Anne-Claude, Édouard, Suzanne, Hippolyte, Maurice et Raymond. Et le Vous voyez, des dernier prénoms ferme bien la porte. français. 9 morts. Ouais. Alors vous dites 9 morts, mais pourquoi ils sont morts au métro Charonne? Mais la veille, il y a plusieurs attentats dans Paris, dont un attentat chez M. Malraux, André Malraux, ancien ministre de la Culture ou des Affaires culturelles. Et il y a une fillette de 4 ans qui est blessée. Absolument. Donc les partis de gauche et les syndicats de gauche, la CGT, etc., pensent, et on le savait, que c'était l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, sur laquelle je reviendrai, qui s'opposait à l'indépendance de l'Algérie. Donc la gauche organise des manifestations dans Paris le 8 février. Manifestation, On envoie les photos pendant que tu parles. manifestation interdite, Ouais. interdite par le ministre de l'Intérieur et surtout par le préfet de police, M. Papon, qui s'est rendu célèbre Papon. avec le régime de Vichy. Et la place de la Bastille est bloquée, donc les manifestants sont chargés par la police et certains se réfugient dans les couloirs, enfin même pas dans les couloirs, dans l'escalier du métro Charonne, dont les grilles ont été fermées dans l'après-midi. Donc chacun peut visualiser des gens dans l'entrée et derrière la police qui pousse, et donc les manifestants qui poussent les manifestants. Résultat des courses, des infarctus, des étouffements, des blessés en quantité, 9 morts, et les manifestations ont donné plus de 300 blessés côté manifestation et côté police. Alors vous me dites, mais pourquoi tout ça? Eh bien, parce que ces gens-là veulent la paix en Algérie, simplement. Alors, je suis obligé de faire un retour en arrière. C'est là que je joue à l'historien. Je ne suis pas historien, je joue à l'historien. Mais j'essaie de faire court. Alors, les Algériens sont dans une guerre de libération nationale, car ils sont colonisés depuis 1830. Depuis 1830, les Français ont pris pied. Et l'Algérie est même considérée depuis 1848 comme un département français. Alors, on parle de guerre de libération nationale, mais aussi de guerre de décolonisation, voire de guerre civile entre Algériens et Algériens. Selon l'endroit où on se trouve. Ah ouais. Alors, quelle est la situation sociale en Algérie? 10% de la population, les colons européens, ce qu'on appelle les pieds noirs, contrôlent toutes les terres, toutes les usines, et les 90% d'arabo-berbères travaillent sur ces terres ou ne travaillent pas. Il y a ça aussi. Alors, à cette inégalité économique, on peut rajouter une inégalité de droit. Parce qu'on a même créé le statut de l'indigénat pour les Arabes. Ils sont chez eux, mais il faut qu'ils aient un petit carnet d'indigènes pour pouvoir passer. Donc, vous pensez bien que il y en a, ça monte, et le 1er novembre 1954, le 1er novembre 1954, il y a 70 attentats en Algérie. Alors vous dites, qui fait ces attentats? Eh bien, c'est un groupe qui s'appelle le Front de Libération Nationale, le FLN. Dans ce jour de 1er novembre, eh c'est dans l'histoire algérienne comme la Toussaint rouge. Rouge comme le sang. Alors action-réaction, donc OAS. Et la France réagit. Le gouvernement français réagit violemment. Par exemple, en 1955, à Constantine, il y a des massacres, on ne sait pas combien de gens sont morts. Alors, juste une parenthèse dans la parenthèse, il y a des gens très célèbres comme Pierre Mendès France, François Mitterrand, qui sont des socialistes bon teint, bon genre, mais qui sont dans cette violence gouvernementale. Cette dynamique. La France est même accusée à l'époque par l'ONU. Accusé de pratiques coloniales inadaptées ou quelque chose de ce genre. Mais, et c'est ce que tu dis, il y en a certains qui refusaient. Et je me souviens quand j'étais gamin, c'est des noms qui sonnaient à la radio, Salan, Chal, Jouot, Zeller, enfin, vous voyez ça. Et ces gars-là, ils disent non, l'Algérie doit être française. Point. Et c'est ça, l'OAS, et donc le choc suivi. Alors, on évoque Charonne, mais Daniel l'a dit tout à l'heure, le massacre du 17 octobre 1961
était sérieux. Était un Très petit peu sérieux. chaud, parce que là, c'était toujours à Paris, mais c'était une manifestation d'Algériens qui travaillaient en France. Et là, on pense qu'il y a beaucoup plus que 100 morts et disparus, parce que c'était encore plus simple. C'était près de la Seine. Les forces de l'ordre frappaient, et on prenait les corps et on balançait dans l'eau. Donc je pense que si on draine le fond de la Seine, on va retrouver des ossements, etc. Alors, les Algériens, on peut estimer qu'on parle de beaucoup de Charonne dans l'opinion française, parce que les gens étaient choqués que des Français. Ouais. Soit, tout le monde le comprend. Donc c'est ça la clé de compréhension des deux phénomènes historiques. Les Français qui ont été tués. Quand les Algériens sont morts en centaines un an plus tard, bon, il n'y a pas eu un choc particulier. Mais quand c'est les Français qui meurent pour les Algériens, c'est un petit peu gênant. D'ailleurs, en préparant l'émission, j'ai discuté avec quelqu'un qui me faisait remarquer qu'une des conséquences indirectes de ces événements de 61 et de 62, c'est la radicalisation de certains étudiants, dont la personne qui me disait ça, dont son père, qui avait été radicalisé et qui avait participé à la création de l'OJAM. C'est possible. Donc, faites les connexions. Donc, la guerre d'Algérie, un peu responsable de la situation de la Martinique. Oui, c'est rapidement fait, mais c'est vrai. Et j'essaie de finir. Alors, la question, les Français pourront-ils un jour accepter l'indépendance de l'Algérie? C'était ça la question sous-jacente. Je répondrai difficilement pour les Français. Pour les Français, j'en sais rien. Mais pour certains Français, c'est sûr. Ils sont nostalgiques de la colonisation, ils sont nostalgiques du pétrole algérien, du gaz naturel algérien, comme ils sont nostalgiques de l'Afrique, de l'Indochine et tout ça. Et ce sont les mêmes qui mettent tous les maux de la société française sur les descendants des Algériens et des Africains, et sur les migrants. Bien évidemment, je ne citerai personne, mais vous aurez... À vous de conclure. Bon, je vois que c'était traité complètement... Oui, je pense qu'il faut juste faire un petit clin d'œil à Frantz Fanon pour expliquer qu'il y ait certains étudiants martiniquais, parce que Fanon s'est quand même beaucoup engagé, on sait qu'il est devenu algérien. L'histoire est très dure. Un peu d'oxygénation avec la culture et puis un peu de musicalité, jingle. Alors, là, on va entrer dans un légèreté de la culture, c'est pas si évident que ça. L'apport d'Armand Nicolas à l'historiographie de la Martinique, ou le rôle et la fonction de l'histoire martiniquaise, tel qu'appréhendé par les historiens jusque-là, confiés en duo à Serge et à Daniel. Je peux commencer. Ça fait très mal. Merci. Dans tous les naufrages, les hommes et les enfants d'abord. La classe de Daniel. Non, mais les hommes et les enfants d'abord, c'est un naufrage, c'est tout. Bon. Il faut d'abord saluer le travail d'Armand Nicolas, qui est un auteur d'une histoire de la Martinique en 3 volumes. Nous voyons derrière nous le 3e volume. Il faut saluer également le travail qu'il avait effectué auparavant pour sortir de l'ombre la réalité des événements du 22 mai 1848, mis en sourdine, en parallèle, ou dans un trou face à l'abolition du 27 avril. Et on se doit donc de lire ces livres sur lesquels je ne m'arrêterai pas. Par contre, ça me permet je veux profiter de l'occasion pour faire comprendre ce que c'est que l'histoire. Ouais. L'histoire. Pour faire simple, l'histoire, c'est l'étude et accessoirement l'écriture des événements passés. J'explique. Un historien s'appuie sur des sources. On ne peut pas raconter n'importe qui ça, des sources. C'est-à-dire des vestiges, des écrits, des témoignages. C'est quoi les vestiges? Les vestiges, c'est les monuments, les maisons, les armes, la vaisselle qu'on peut trouver, les bijoux, et que ce sont les archéologues qui nous donnent ça. Ensuite, vous avez les sources écrites. Les textes de loi, les textes religieux, les récits, les écrits des contemporains. C'est le cœur de la vie des archives, précisément. Et puis, il y a les témoignages de façon plus récente. On trouve des photos, des vidéos, des audios, etc. Et puis, l'historien, le monsieur ou la dame, utilise toutes ces sources, des documents de l'époque qu'il veut analyser. Alors, mais quel historien? Et c'est là que le bas blesse. C'est quel historien? Parce que l'histoire sera ce que celui qui écrit aura décidé. C'est ce que Gérard disait tout à l'heure. Il a illustré avec Napoléon et l'esclavage en début d'émission. Il a dit. J'explique. L'histoire, le plus souvent, est écrite par les vainqueurs, par les dirigeants, par ceux qui dominent. Et alors, pensez bien qu'ils ne vont pas dire du mal d'eux-mêmes. Enfin, on va penser, pour faire simple. Alors, est-ce que ça veut dire que l'histoire est à jeter? Non. Heureusement, maintenant, tout le monde a accès, ou presque, et d'autres,
aux archives et d'autres regards peuvent analyser aussi. Alors, des vérités peuvent être établies. Je vous donne 3 exemples qui me tiennent à cœur. On a raconté que les Caraïbes ont été exterminés en Martinique. Je fais vite. On sait maintenant que ce n'est pas vrai, que la vérité est toute autre. Et quand je regarde autour de la table, je suis sûr, si vous faites votre généalogie, vous allez trouver du Caraïbe. 2e exemple. La Martinique, avant 1635, était habitée par des Caraïbes sauvages. On sait maintenant qu'il faut beaucoup nuancer, parce que, ils n'étaient pas sauvages, ils acceptaient beaucoup de nourrir les bateaux espagnols de passage pour leur donner de l'eau, des fruits et tout. Et qu'ils étaient extrêmement métissés parce qu'il y avait des bateaux, j'en ai répertorié au moins 3, avec des captifs africains qui ont coulé au large du Prêcheur, au large du Lorrain. Donc vous pensez bien qu'entre 1610, 1715 et 1635, tout ça s'est mixé et que de Caraïbes, ça devait être plutôt des métis Caraïbes africains qui étaient là. Et puis la 3e chose, on apprend aux enfants et à tout le monde que les méchants blancs, ceux qu'on appelle les blancs, sont propriétaires d'esclaves. OK, mais dans la réalité, ceux qu'on appelle les gens de couleur ont des esclaves et ceux qu'on appelle les noirs ont également des esclaves. Alors juste voir Toussaint Louverture, qui était lui aussi ancien esclave, propriétaire d'esclaves. Alors, selon votre idéologie, selon ce que vous véhiculez, vous écrivez l'histoire. Alors, le téléspectateur se dit, mais je ne dois rien croire. Je dis non, au contraire. Il y a de plus en plus d'historiens qui recherchent l'objectivité, une notion qui a apparu au début du XXe siècle. Alors, si l'exercice est difficile, ils essaient. Armand Nicolas faisait partie de cela. Juste pour terminer, nous, Martiniquais, nous n'avons rien à gagner à rejeter l'ancienne histoire officielle pour créer une autre qui est tout aussi manichéiste. Il nous faut rechercher ce qu'on appelle, et qui est très compliqué, l'objectivité, mais n'est pas historien qui veut. En tout cas, merci, M. Armand Nicolas. 2 mots, Daniel? Oui, je crois qu'il faut effectivement remercier Armand Nicolas parce que les historiens, il a été indiqué ce qu'ils sont, mais je crois qu'Armand Nicolas avait cette qualité parce qu'il était aussi militant, c'est-à-dire engagé pour pouvoir restituer à la population martiniquaise ce qu'on lui avait caché jusque-là. Et c'est-à-dire que nous avons la possibilité de puiser dans notre histoire, la connaissance de notre histoire, savoir comment les hommes et les femmes ont réagi. Donc quand Armand Nicolas écrit ces 3 tomes, ça veut dire qu'il nous donne des éléments que des tas de personnes ignoraient parce qu'elles n'ont pas eu accès, parce que ne serait-ce que l'école, dans les programmes d'histoire, ne leur avait pas appris leur propre histoire. Et donc, en faisant cette œuvre, en donnant au grand public, parce qu'il y a par exemple des thèses d'historiens qui sont réservées à un public qui est plus élitiste et plus réservé. Mais là, ces 3 tomes sont accessibles à l'ensemble de la population. Et donc, comme ça balaie, c'est bien indiqué, le tome 1 des Ararois, ensuite ça arrive après la départementalisation. Donc, on peut puiser dans ces livres une connaissance de notre histoire. Et ça doit nous permettre de comprendre comment elle est complexe. Elle n'est pas simplificatrice, mais qu'elle est complexe et que justement, le fait de pouvoir l'analyser, de pouvoir comparer, ce sont des éléments qui sont importants pour pouvoir mieux comprendre là où nous sommes aujourd'hui. Donc, par conséquent, c'est un outil, je dirais, pour employer une expression d'Aimé Césaire, ça peut être une arme miraculeuse. Très bien. Bon. Là, je suis comblé. Le sujet a été correctement traité, énormément traité. Merci, professeur. Merci. Non, vous dites, monsieur le directeur. Nous n'en avons pas dormi. Mais professeur, directeur en même temps. Hein, les deux. Faisant fonction de professeur. Un autre petit sujet que tu vas traiter, malheureusement, Gallo, c'est vos bien-aimés à ta fille et à toi. Oui. C'est les Nardal sous 2 angles, c'est la chorale La Joie de chanter, et puis la promenade. La chorale Joie de chanter. Joie de chanter, pas la joie, joie de chanter. Il n'y a pas le là. Absolument, c'est clair dans mon esprit. Alors, écoute, grâce à toi, monsieur le directeur, j'ai pu découvrir une émission qui s'appelle L'Oreille Hardie. Et donc, cette émission, c'était une interview d'un directeur, Jacques Cataillé, et qui a beaucoup parlé de Paulette Nardal, puisque Paulette Nardal a fondé cette chorale qui, au début, s'appelait Paulette Nardal. Donc, Paulette Nardal, et c'est vrai que, merci du clin d'œil à ma fille, c'est vrai que depuis 6 ans, elle se bat sur l'appellation
Paulette Nardal au Panthéon, pour que Paulette Nardal soit mieux connue. Alors, avant elle, il y avait eu Gilles Servan qui a fait un documentaire, il y a eu Jean-Claude William qui a fait une émission à l'époque, ça devait être FR3, je ne sais plus. Et puis, c'est vrai que depuis 6 ans, on en parle beaucoup, c'est-à-dire qu'elle a fait des conférences, que ce soit en Martinique ou à Paris, et qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, dont celle d'Anne Hidalgo, de dénommer une promenade Jeanne et Paulette Nardal. Donc Paulette Nardal, on la connaît pas assez pour ce qu'elle a fait, c'est-à-dire précurseur de la négritude. On sait pas assez qu'elle a créé une revue qui était une revue bilingue dans laquelle s'exprimaient les intellectuels noirs, qui soient américains, haïtiens, africains ou antillais. Et ensuite, ce qu'on sait moins encore, c'est qu'elle a travaillé, elle était secrétaire en Amérique d'un monsieur qui s'appelle Bunch, qui est quelqu'un qui était le premier prix Nobel de la paix avant Martin Luther King, qu'elle a travaillé à l'ONU, qu'elle a été secrétaire parlementaire de la Grosillière, ainsi que d'un député africain, et que donc elle a fait tout ça, et elle est rentrée à la Martinique. À la Martinique, elle a créé une revue. Elle a créé une revue, la Voix dans la Cité. Elle a créé une association et elle a créé la chorale Joie de chanter. Enfin, qui était Paulette Nardal au début, qui est devenue Joie de chanter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comme elle connaissait beaucoup, pour être allée aux États-Unis, les Negro Spirituals et les Gospels, donc elle les a introduits et on a eu cette chose extraordinaire de voir des tambours à la cathédrale. Donc c'est une femme dont on n'a pas fini de découvrir la richesse. C'est une femme qui a beaucoup porté, pas seulement à la Martinique, mais à l'ensemble du monde noir. Magnifique. Notre affaire marche. Jingle, jiggle, cinéma, cinéma. Un titre vraiment provocateur, Exterminer toutes ces brutes, c'est l'hommage de Raoul Peck aux vaincus de l'histoire. Excellent. Raoul Peck, on se souvient de lui récemment avec I'm Not Your Negro. C'était la mise, c'est un enfin pas un petit, c'est un documentaire avec les écrits de James Baldwin, inachevé d'ailleurs, et qui a reçu vraiment une aura internationale. Et là, cette fois-ci, ce qu'il se propose de faire, ce qu'il a réalisé vraiment brillamment, c'est de relire toute l'histoire du monde sous le prisme des dominés. Non plus je dis ça vraiment avec de gros guillemets, hein, les blancs qui racontent l'histoire, mais comment non plus le chasseur, mais le chassé. Voilà. Mais toute l'histoire, il y a aussi bien l'esclavage que la Shoah, vraiment. Et ça fait, sa série de documentaires, donc ces quatre modules d'1 heure, qui ont été diffusés sur Arte récemment, mais qui ont été d'abord diffusés aux États-Unis au mois d'avril. HBO. Et HBO qui est donc la chaîne pas la chaîne, la société de production. Ils ont tellement parlé que ça m'a épuisé. Non, écoutez, c'est vrai, les écouter, c'est... Ah oui, c'était tellement passionnant. Et vraiment, on est vraiment dans la continuité de ce que vous avez dit précédemment. Et le travail est admirable, non seulement parce qu'il l'a fait, parce que déjà, ça c'est un exploit en soi. Après les années Trump, on pourrait penser que plus rien ne peut se faire intellectuellement. Mais là, non, Raoul Peck, il l'a fait. Et c'est à la fois militant et en même temps tellement enrichissant au point de vue des connaissances et du regard, c'est juste énorme. C'est vraiment quelque chose à voir. Aux États-Unis, ça a vraiment remporté un succès fou parce qu'ils se sont dit, effectivement, le New Yorker et tous les autres, pas qu'intellectuels, à se dire, mais c'est incroyable qu'on n'y avait jamais pensé, on n'a jamais rêvé de faire ça. Et Raoul Peck, il y arrive et il le fait admirablement bien. Il est haïtien. Il a dit, je l'ai entendu sur 28 minutes, où on l'interviewait sur justement cette production, et il expliquait qu'il a bénéficié d'un budget quasiment illimité, que c'était la première fois qu'il voyait pour un sujet comme celui-là qu'il pouvait avoir le financement. Ce sont les mystères des États-Unis. Oui, voilà. Et donc il a pu faire ce qu'il voulait. On voit sa photo. En tout cas, il l'a bien fait. Bel homme, élégant, mesdames, regardez. Oui, élégant, oui. Ciné Martinique Festival, 16e édition du 4 au 12 février. Oui. Avec alors là encore, c'est un bonheur et un ravissement de
tant de films. Alors, il y a des films de partout, des documentaires, des fictions, des longs métrages, etc. Mais en tout cas, pour la compétition, il y a notamment des courts-métrages. De cette compétition de courts-métrages, je fais encore un extrait pour le fameux prix Révélation qui est doté par le producteur national qui est Canal+, sur 5 films en compétition, 5 courts-métrages de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe. Et c'était un délice absolu de la qualité des films qui ont été, que j'ai eu le bonheur de voir, en avant-première, mais pas que moi. Des films d'une qualité au niveau de l'écriture, ce qu'ils racontent, comment ce sont des fictions pour la plupart du temps, mais comment la force de la fiction qui dit la réalité, non pas de façon digérée. Aussi bien les questions de MeToo que les questions de changement climatique, que les questions de rapport à l'histoire. C'est admirablement écrit, c'est écrit de façon cinématographique. La mise en scène est magnifique, la photo des films était vraiment très belle. Et tu nous disais aussi qu'il y a une sorte de montée en puissance. Oui, alors très clairement, en tout cas ces films-là, qui sont des films inédits, qui n'ont pas été vus ailleurs et qui, pour le coup, n'ont pas encore eu de récompense dans d'autres festivals, ces films-là sont d'une qualité vraiment nettement supérieure à ce qui a pu être fait. Alors c'est un peu dommage de dire ça, parce que les autres vont dire « Ah oui, mais c'est pas… » Le travail… Ça montre bien, le travail progresse, merci Daniel. Comment les choses s'emparer du cinéma comme d'un moyen, d'un média de développement aussi, de développement, je dis aussi, pour être vu à l'international, parce que la qualité, elle est là. Le sujet est là. Au niveau du jeu d'acteur, on sait qu'on a l'habitude d'un jeu d'acteur plutôt théâtral. Et là, on passe vraiment à la façon de dire cinéma. Est-ce que le Tropicatrium a sorti le support promotionnel, le programme et tout? Absolument, il y a même le site. Oui, mais assez tôt, parce qu'on en a parlé mardi, la semaine passée. Il faut bien comprendre que l'édition, la 16e édition de Ciné Martinique, c'est énorme et méritoire qu'elle se soit tenue, parce qu'elle devait se tenir en 2021, elle n'a pas pu pour des raisons sanitaires. D'accord. Et ensuite, elle s'est tenue aujourd'hui peut-être de façon un peu précipitée, peut-être de façon où on n'a pas eu le temps de se… Mais j'ai envie de dire, ça s'est fait. Ils n'ont pas effectivement eu tous les moyens parce qu'on surveille. Mais au fait, le couvre-feu, il va passer. Oui, il faut s'adapter. Oui. On est dans une sorte de glu, là, de mangrove. Je ne veux pas les excuser, parce que je leur dirais, mais vous, pourquoi vous non. Mais c'est se dire, moi je suis plutôt vraiment contente, ça s'est fait. Ils l'ont fait et ça valait le coup. Parce que vraiment, les films, ils sont délicieux. On est riche dans ce pays. Il faut le répéter. Et on devient riche dans la région, parce que c'est pas que Martinique. Dans la compétition des courts-métrages, nous, Martiniquais, on est riches. Il y avait aussi des films. Nos amis caribéens aussi. Voilà, caribéens. Et vraiment, c'était délicieux. Alors, dans parlant de richesse, on va faire maintenant une apothéose. Jingle pour la musique. Je suis pressé d'entendre Christian. Go. Alors, on a une vidéo, reportage. Est-ce qu'on l'avait bien mise? Si on ne l'a pas, on passe la parole tout de suite à Christian. Ah bon, c'est à la fin, me dit-on, dans mon oreillette. J'ai une oreillette. Christian, roulez. Eh bien, je me laisse emporter par l'enthousiasme de Nadia. Parce que moi aussi, Nadia, tu n'es pas la seule, j'ai vécu une semaine extraordinaire. Good. Nous avons eu l'occasion de programmer notre production Begin Jazz Collective que nous avions consacrée. C'était la 17e édition de notre festival, puisque nous avons fait cette résidence de création qui nous a amené autour de 8 musiciens à retravailler des standards de notre musique traditionnelle. Et puis on a pris un morceau des Beatles, Come Together, qu'on a transformé en Begin. Puis on a une création qui s'appelle Global. Et donc, grâce à Thomas, qui est notre directeur artistique, entre autres, nous avons pu trouver un accord avec le Baiser Salé, avec l'association Paris Jazz et avec TSF Jazz, et nous avons produit la semaine dernière au New Morning ce Begin Jazz Collective. C'était la 2e prestation après la prestation suite à la résidence. Et je vous avoue avoir passé un moment fabuleux, magnifique, à tout point de vue. Il n'y a aucun élément négatif parce que nous avons eu une rencontre extrêmement joyeuse à travers les musiciens. Nous avons des musiciens de très gros niveau. Alors, je rappelle, il y a Joey Homicile qui est d'origine haïtienne. Il y a Ludovic Louis qui est trompettiste. Il est originaire de Basse-Pointe, mais il a vécu aux États-Unis.
Il y a Maher Bora, ce jeune prodige au piano. Il y a Raph Lavital. Alors, il a été présenté d'ailleurs comme les constellations harmoniques. Voilà, c'est ça. Raph Lavital, c'est un merveilleux guitariste. Comme Yann Negrit. Yann Negrit aussi, guitariste, un peu à la George Benson, qui chante également. En même temps. Et puis il y a eu 2 batteurs, Tilo Bertolo Et Stéphane Castry. Et Stéphane Castry à la basse aussi. Et Sonny Troupé. Et Sonny Troupé. Sonny Merci Troupé. beaucoup. Très bien. Donc c'est vrai que... Sonny Troupé. Batterie, Merci c'est Sonny beaucoup. Troupé. Merci beaucoup. Que des mélomanes, Alors, que des gens au niveau. Dans un premier temps, j'arrive à Paris et je vais en répétition pour les voir. Et quand je vais en répétition, je trouve une ambiance extraordinaire. Je trouve une sympathie et un niveau chaleureux, performant. Et puis le lendemain, le concert était à 21h et dès 19h30, il y avait déjà la foule. Donc on a eu une salle pleine. Il faut dire qu'en amont, Mais tu m'as envoyé un mail, ben, 2 jours, presque 2 jours avant, Sold Out, c'était déjà plein. Sold Out. C'était Ouais. Alors, il faut dire qu'on a eu un bon accueil aussi à TSF Jazz, qui a consacré beaucoup d'émissions avec les musiciens. On a eu un bel article sur Libération, un article très très profond. Jazz Magazine. On a eu Jazz Magazine et on a eu aussi une émission à France Inter. Donc tout ça pour dire que il y a quand même un intérêt, un accueil sur ce jazz antillais en France. Voilà. Et puis pour vous dire encore une fois que nous avons passé un moment merveilleux. En plus, dire également qu'il y a une prochaine rencontre à Jazz à Vienne, mais il y a aussi, je crois, en potentiel 20 dates de tournée, parce qu'il y avait des tourneurs là, il y avait des directeurs de salles, et c'est une opportunité pour nous de propager l'identité de notre jazz. Hein, il n'y a pas que les Américains qui font du jazz. Il y a aussi nous, il y a Big in Jazz, il y a Afro-Caraïbe Jazz, il y a Jazz Créole. Et tout ça, si vous voulez, c'est aujourd'hui une marque de fabrique que nous exprimons au monde et qui va compléter le catalogue de Kassav ou autre, mais dans des registres différents, performants et contemporains. Alors voilà, j'ai vécu un moment merveilleux. Si vous permettez, je voudrais Oui, moi vous dire... aussi, je suis monsieur Chancé. Oui. Je voudrais vous dire également aussi un petit mot, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, de Mario Canonge, qui était présent ce soir-là et qui a adoré. Et Mario Canonge m'a donné rendez-vous le lendemain au Baiser Salé. Et je suis allé Parce qu'il joue, il se produit au Baiser Salé. Alors, il y avait Michel Zelino à la contrebasse, il était venu à Big in Jazz ici. Il y avait Arnaud Dolmen à la batterie et deux Caribéens, trompette et sax. C'était fabuleux. Et je dois le dire ici, il faut que les téléspectateurs, la Guadeloupe a Teddy Riner, mais nous avons Mario Canonge. Poids lourd. Et nous ne mesurons pas suffisamment l'apport de ce musicien, entre autres. Hein, je veux dire, je pense forcément à Dédé Saint-Prix, je pense à tous les autres, mais Mario. Mais je vous dire, pour résumer, quand je regarde le public du Baiser Salé, je vois un public, j'ai envie de dire entre guillemets, de qualité, un public habitué mélomane. Voilà. Et quand j'observe l'intérêt, le regard de ces gens-là écoutant Mario Canonge, et quelques minutes après, Michel Zelino dit Mario Canonge de la Martinique, et je suis heureux. Content. Je suis heureux. C'est aussi les musiciens, les artistes, les sportifs sont nos porte-drapeaux. Il faut absolument que nous prenions conscience de cela, parce que c'est eux qui donnent aussi à notre pays une image attractive, positive, élevée. Citation. Une génération de talentueux ambassadeurs de la Martinique, de la Guadeloupe et d'Haïti, capables de projeter un nouveau regard sans limite d'horizon sur un patrimoine qui ne demande qu'à être rendu à la vie. Passant du funk au reggae, du rock au groove caribéen, flirtant toujours avec le jazz et la danse, en faisant scintiller leurs différences et leurs accents dans une magnifique et profonde unité. Belle citation. Jazz Magazine. Jazz Magazine. Ouais. Voilà. Nous fort. Et je pense que c'est par ce biais-là qu'on va casser le paradigme un peu mortifère de ce pays où rien n'est pas bon. Exactement. Pays où on tape des médecins. Oui. Juste un petit mot pour dire encore que j'étais allé aussi pour Marius Cultier, parce qu'il devait y avoir un hommage à Marius Cultier au théâtre du Châtelet. Alors, c'est des situations un peu floues, mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu lieu. En tout cas, j'ai rencontré Laënie Cultier, c'était assez flou. Mais en tout cas, si vous voulez, ce qui est important, c'est que ça aussi, c'est important que nous puissions réfléchir
à créer des hommages quoi, autour de nos artistes comme ça. Je pense qu'on va discuter de ça avec la collectivité territoriale, parce que l'action culturelle, elle est ici, mais elle est aussi ailleurs. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que pour que les élus comprennent bien, à l'heure actuelle, l'Occident est à l'encéphalogramme plat au point de vue production littéraire, production musicale. Ils ont fait le tour de Je pense, oui, la question. Et cet apport des pays du Sud, Oui. en plus quand ces pays se trouvent dans leur propre territoire, entre guillemets, c'est pour eux galvanisant. Et ce regard que Christian a décelé chez les mélomanes du Baiser Salé, j'étais à Paris le mois d'avant, je l'ai aussi décelé à d'autres spectacles, peut-être pas de musique antillaise, mais de musique également des pays du Sud. Les gens sont en quête maintenant d'une ouverture au monde. Oui, oui. Et ça, alors je lis ça à Glissant, au Rhizome, à tout le monde, et c'est la problématique. Et si nous, Martinique, nous pouvons être fiers de lance de cette nouvelle culture, de cette nouvelle identité planétaire, nous, fort. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit ouvert au monde aussi, et non pas nous refermer, etc. Dans nos certitudes. Mais il n'y a pas les images, Gérard. On a une vidéo, mais avant, toujours, je voudrais expliquer que la synergie entre ce qu'on dit New Morning et puis Baiser Salé. Oui, tout à fait. Baiser Salé, c'est l'entité Salé, principale. Et le New Morning, c'est une nouvelle acquisition. Et le concept dans lequel s'est exprimé Big in Jazz, c'était hors des murs, jazz hors des murs. Absolument. Et je crois que c'est le Big in Jazz Collective qui a inauguré ce cycle. Oui, tout à fait. de concerts qui doit se faire. Alors, ce que je peux ajouter aussi, c'est que le Baiser Salé, c'est vraiment une salle où il y a beaucoup d'artistes antillais. Oui. D'ailleurs, toutes les photos, on vous entre, il y a déjà Jacob, il y a tout ça. Okay. Donc, c'est vrai, il y a effectivement pour nous une opportunité. Alors, on va essayer d'étudier ça aussi au CMM, Comité nord-africain de la musique, pour pouvoir trouver un accord avec le Baiser Salé aussi. Et avec Paris Jazz, pour faire en sorte que... Alors, Paris Jazz, l'association Paris Jazz, c'est l'association de plusieurs clubs. Hein. Oui. Il y a le Duc des Lombards, le Baiser Salé, le New Morning. Tous les clubs de jazz à Paris se sont un peu donné la main. Ils ont créé une association Paris Jazz. Donc, c'est aussi pour nous une opportunité de promotionner nos artistes contemporains. Nous atteler à créer la même synergie entre la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Absolument. Maintenant par le haut, puisqu'on a fait par le bas, on a fait par la racine, par les musiciens qui d'eux-mêmes se sont mis ensemble. On va regarder cette petite vidéo, et puis avant, je vous salue. Je vous dis le plaisir que j'ai eu à retrouver Christian, à retrouver Celle, Daniel, Nadia. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. De la bonne humeur, des sourires, les 8 musiciens du Big in Jazz Collective trépignent d'impatience de retrouver le public parisien. On se sent excité, on se sent content. C'est une magnifique expérience avec une bande de super musiciens. Donc non, on a juste hâte d'y être. Sur scène, la crème de la crème des musiciens de jazz français, accompagné du canado-haïtien Joey Homicile. Ludovic Luc est à la trompette, Ralph Lavital et Yann Negrit à la guitare, Maher Borois au piano, Stéphane Castri à la basse, Thilo Bertolo, Sonny Troupé côté batterie. C'est le festival Big in Jazz de Martinique qui a eu l'idée de les réunir en 2020 en leur demandant de moderniser des standards de la Big In. Nous étions assez confiants par rapport au casting. Après, on ne sait jamais vraiment ce que ça peut donner, mais en tout cas, quand j'ai appelé chaque membre du collectif au mois de mai 2020 et je leur ai proposé le projet, ils ont tous validé tout de suite sans aucune hésitation. Le plus important, c'est le partage et la musique. On s'est retrouvés sur la même longueur d'onde, sur ces valeurs-là. On a absolument tout créé ensemble et de manière très intuitive, quoi. Il n'y a pas eu du tout c'était très fluide. De ce collectif est né un album global. 9 titres, dont 7 sont des revisites de célèbres compositions du répertoire musical antillais, histoire de leur redonner une seconde vie. C'est important aussi pour nous, je pense, d'avoir nos racines ancrées dans notre culture pour pouvoir justement continuer à essayer de la transmettre à notre façon, justement par exemple avec ce projet, en la modernisant à notre façon, pour essayer d'essayer de la faire vivre dans le temps et aussi de donner envie aux gens de vouloir écouter cette musique traditionnelle. Le résultat est à la hauteur. C'est plein d'inventivité, de fraîcheur, une belle façon de faire rayonner la Big In et le jazz caribéen.